Salam alaikum, Azul Filaoui. Bonsoir. À la veille de la journée internationale de la presse, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, nous dresse un bilan très positif de la liberté de la presse. Mais surtout nous dit que M. Tebboune a érigé la liberté de la presse en principe immuable dans la nouvelle constitution à travers un ensemble de garanties aux journalistes d'exercer son métier avec professionnalisme et déontologie. Aujourd'hui, en aspirant à un avenir de plus en plus prospère pour la presse, nous prenons pour repère les sacrifices honorables et la transformation substantielle que connaît la profession à la lumière du processus d'édification d'une Algérie nouvelle, fondée sur la transition numérique sûre et inclusive, a indiqué Ammar Belhimer, en oubliant de préciser qu'il parlait de l'Algérie, pas de la Suède. Il est difficile de parler de la liberté de la presse en Algérie sans parler des arrestations et d'emprisonnement des journalistes indépendants. Lorsqu'un État n'est plus capable de garantir le droit, la justice n'existe pas et les violations de droits deviennent systématiques. Comment revendiquer la liberté de la presse en Algérie lorsque l'emprisonnement des journalistes devient banal? Comment peut-on parler d'un avenir de plus en plus prospère pour la presse et la transformation substantielle que connaît la profession à la lumière du processus d'édification d'une nouvelle Algérie alors que les pratiques de l'Algérie ancienne sont toujours là? Aujourd'hui, dimanche 2 mai, la capitale, Alger, a été réveillée de sa somnolence par l'éruption de centaines de pompiers dans les rues, marchant d'un pas déterminé vers la présidence de la République. Ces sapeurs-pompiers dont la mission est reconnue de tous, exaspérés par le manque de considération des pouvoirs publics et du pouvoir politique envers leurs revendications socio-professionnelles, ont décidé de marcher vers la présidence de la République, lieu de pouvoir, et exprimer leurs revendications. Ils ont été empêchés par un dispositif exceptionnel mis en place par la police qui n'a pas hésité un seul instant à les violenter et les gazer. Cela montre encore une fois l'incapacité du pouvoir à répondre aux doléances d'un secteur vital pour le pays en ces temps de pandémie et qui a pour seule réponse la répression. La fermeture voulue de tous les canaux de dialogue montre si besoin et que la seule réponse du pouvoir, piétinant au passage la Constitution, est d'ordre uniquement sécuritaire. Ce n'est plus un régime autoritaire, c'est un régime de non-droit, menant mécaniquement à une dictature. Comme nous l'avions signalé la semaine dernière, les revendications sectorielles sont évidemment respectables dans un état de droit. Or, le pays tout entier vit une situation exceptionnelle de défiance vis-à-vis du pouvoir est nécessaire et nécessite une unité d'action de tous les corporatismes. Une réalité s'impose aux syndicats autonomes, c'est d'imposer leur lutte sociale dans le cadre du Hirak pour entamer le rapport de force pacifique en vue d'infléchir ceux qui détiennent le véritable pouvoir. C'est dans cette unité d'action, dans les luttes sociales, que le Hirak doit faire jonction afin que se nourrissent mutuellement les revendications politiques et sociales. Le malaise social prend des proportions dangereuses, hypothéquant la stabilité du pays déjà en équilibre précaire à cause de la profonde crise politique. Un sursaut rendu impératif et une ouverture politique sérieuse et saine doit être proposée dans l'urgence aux forces patriotiques du pays afin d'avancer sans ruse ni manipulation à consacrer un état de droit et des libertés. شبيبة نايضة راو داير روح وما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم مع الطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات لأمي ما نسات بدتها اللي
توكسيكي يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش شابة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش شابة ما تعياش ولاش سماح ولاش خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي فمان طال الحال شاب زوالي من التخمام غرقته في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال وحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماش خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلاليل مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها قاع يا السراقين حرية لا بديل طولنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين حرية لا بديل طولنا مبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خدك من البوليتيك توكسيك راها توكسيك اسمع السون استغل دي توكسي نقيلك ودنيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما Algérie, le régime nous mène vers l'inconnu. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adel Jabbar, analyste politique depuis le Canada via Skype. C'est Adel Jabbar. Bonsoir, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Allah yisselmek Nasser, merci beaucoup pour l'invitation et un grand bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Merci, c'est Adel. On a le plaisir d'accueillir aussi Maître Amel Siamour Hadjal, qui est avocate militante des droits de l'homme depuis Alger via Skype aussi. Maître Amel Siamour Hadjal, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, bonsoir. Azoul Fillam. Bonsoir, Azul Flawen. Je vous remercie justement pour cette invitation. Donc, je dis bonjour à tout le monde, à tous les Algériens qui sont ici en Algérie ou ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, Maître. Merci d'avoir accepté cette invitation. On aura aussi le plaisir d'accueillir Hassan El-Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M. On aura aussi Salim Meshri, syndicaliste militant des droits de l'homme, et Brahim Darraji, syndicaliste agent de la protection civile qui a été révoqué. Maître Amel Siamour Hadjal, je vais commencer cette émission avec vous. Donc, honneur aux femmes. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Si on revient un peu sur les déclarations de Ammar Belhimar, et qui coïncide bien sûr avec la Journée internationale de la liberté de la presse, Ammar Belhimar fait donc une déclaration. Il dit que le président Tebboune a érigé la liberté de la presse en principe constitutionnel et muable. Comment peut-on qualifier ces déclarations, Maître, sachant qu'on a connu une semaine de répression imprécédente depuis la reprise du Hirak, des arrestations, des journalistes qui sont en prison. Votre réaction, Maître? Comme vous le savez tous, ce sont des déclarations que l'on voit qui sont vraiment paradoxes. Ils sont toujours dans le paradoxe par rapport à la réalité que vivent les Algériens en Algérie. On a déjà l'habitude d'entendre ce genre de déclarations venant de nos ministres, venant spécialement du ministre Belhimar. Bien sûr, on se rappelle tous de ces déclarations par rapport aux journalistes quand ils disaient qu'on n'a pas de détenus journalistes dans nos prisons, mais surtout par rapport à l'affaire de Khaled Drani. Donc, tout ce qu'il raconte ne va pas, on peut pas l'appliquer avec la réalité que l'on vit en Algérie. Donc, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est pour faire croire, bien sûr, aux pays étrangers, parce que les Algériens savent très bien ce qu'ils vivent en Algérie, mais c'est pour croire vraiment aux autres que tout va bien en Algérie,
que on a cette liberté d'expression, que nos chaînes de télévision, nos journaux, quelque chose comme ça, travaillent avec toute la liberté. On sait très bien que l'État a pris le monopole sur les médias, bien sûr, chose qui prouve comme quoi ces gens-là ne peuvent pas travailler avec toute la liberté, surtout dans la conjoncture actuelle que l'on est en train de vivre, parce qu'un journaliste qui parle, qui dit la réalité, qui fait son travail objectivement avec tout le professionnalisme, qui cherche à appliquer dans son travail, donc on trouve toujours derrière les barreaux, chose qu'on a vu avec Draghi ou les autres journalistes. Donc, comment veut-il faire ça? Sans oublier Rabah Karesh, qui est journaliste à Taman Al-Asad, qui a été donc arrêté et emprisonné parce qu'il avait fait un article sur la situation, sur le découpage donc des nouvelles wilaya. Rabah Karesh, c'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ces journalistes sont comme ces citoyens qui parlent, qui disent la vérité, qui parlent de leur volonté de changer les choses. Donc, ces journalistes-là qui mènent la vraie information pour le peuple est maudit par ce pouvoir. Donc, ce pouvoir cherche ces individus, ces journalistes qui travaillent pour eux, qui donnent la belle image de ce pouvoir, qui disent comme quoi tout va bien en Algérie. Par contre, quand vous dites ces journalistes que vous venez de citer, justement, il les a dérangés parce qu'il est en train de dire la vérité. Pourquoi vraiment ce découpage? Pourquoi ce découpage? Est-ce que l'Algérie a vraiment besoin de ce découpage-là? Surtout avec la conjoncture actuelle, à quoi ça sert? Donc, à chaque fois, ils trouvent des situations, ils trouvent des solutions qui sont en train de présenter, qui sont dérisoires. Ce sont des solutions qui ne donnent aucun fruit positif de cette situation pour l'Algérie. Donc, tout ça, ils acceptent pas que l'on parle, qu'on l'on critique, parce que la critique, elle est bannie en Algérie. Donc, la critique, elle est refusée par le pouvoir, surtout quand on parle des réalités, quand on parle de la vérité que l'on vit, le quotidien que vit l'Algérien en Algérie. Donc, cela semble déranger énormément ce pouvoir. Très bien, reste avec nous. Maître, je vais donner la parole à Adel Jabbar. Adel Jabbar, il continue donc, Ammar Belhimar, dans ses déclarations. Il parle, on aspire à un avenir de plus en plus prospère pour la presse. Nous prenons pour repère les sacrifices honorables et la transformation substantielle que connaît la profession et la lumière du processus d'édification d'une Algérie nouvelle fondée sur la transition numérique sûre et inclusive. De quelle presse, liberté de presse, il parle, Ammar Belhimar, Adel Jabbar? Moi, je commencerai par dire d'abord de quel pays il parle, ce monsieur-là. Qui représente-t-il et qui est-il? Il n'est rien pour nous. Il n'existe pas aussi bien lui que son président qui a été désigné par des généraux, comme Chata les généraux, et un gouvernement fantoche qui a du mal à sortir dans un coin de rue pour aller s'adresser aux Algériens. La presse dont parle ce monsieur-là, c'est la presse jaune, c'est la presse de propagande, c'est Gish et tous les merdias des 1000 collines qui pompent dans les caisses de l'État et dans la subvention publicitaire dont la manne est connue et gérée par ceux que tout le monde connaît. L'ANEP qui a derrière elle les services des mukhabarat. Et donc, aucun journaliste algérien digne de ce nom ne puisse dire aujourd'hui qu'il représente une voix libre. Les seuls et rares journalistes libres qui existent en Algérie ont été opprimés, ont été incarcérés, ont été injustement emprisonnés. Sinon, tout le reste, c'est la mangeoire. Nous voyons des Algériens sortir par centaines de milliers, sinon par millions chaque semaine dans la rue. Il n'y a jamais eu cette presse-là qui a fait un article honnête et neutre pour dire, voilà, des Algériens sont dans la rue en train de manifester, de réclamer leurs droits civiques, leur indépendance, leur liberté, etc. Donc pour moi, la presse n'existe pas en Algérie. C'est une presse aux ordres. Tous les journalistes, à l'exception de quelques voix libres, et ils se comptent sur le bout des doigts,
Ils sont connus, puis ils ont été opprimés, ils ont été emprisonnés, ils ont été menacés, ils ont été harcelés par leur injustice qui obéit au téléphone des mukhabarat. Donc, s'ils parlent de cette presse-là, moi, cette presse-là ne représente rien pour les Algériens. Cette presse jaune-là est là pour défendre un régime illégitime, un gouvernement fantoche et des parvenus qui font office de sinistres de la communication et le reste. Donc, il n'y a pas de presse en Algérie libre. La presse libre en Algérie naîtra avec la libération de l'Algérie, avec le véritable istiqlal que réclame le peuple algérien depuis le 22 février 2019. Sinon, pour le reste, c'est une presse fantoche. Avec ces gens-là, nous sommes dans le Sodome et le Gomorre. Il n'y aura absolument rien et tout le reste, c'est du gestapisme jusqu'au bout des ongles. Très bien. Restez avec nous, Adel Djebbar. Maître Amel Sermour, je vais revenir à vous aussi. Cette façon de voir les choses et donc de parler d'une réalité qui n'existe pas. Adel Djebbar nous a dit même que de quel pays il parle, Amar Belhimer. Quand il y a ce décalage entre la volonté populaire et le pouvoir, là, on rentre dans une zone qui est très dangereuse, surtout ce qu'on a vu ces derniers jours, Maître, avec la violence qu'on a vue, les emprisonnements, les arrestations. Les Algériens commencent vraiment à s'inquiéter. Est-ce que Maître Amel Sermour, est-ce que vous m'avez entendu? Vous êtes toujours avec nous, Maître? Oui, je suis avec vous, oui. Allô? Oui, je vous entends là. Est-ce que vous avez entendu ma question, Maître? Non, j'ai pas entendu. Je crois que ça a été coupé. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, je vous ai dit que ce décalage qu'il y a entre les gens du régime, les gens du pouvoir et la réalité que vit notre pays. On a vu cette semaine de l'oppression, des dépassements en termes de droits de l'homme, des emprisonnements des militants politiques. Et les Algériens s'inquiètent vraiment de la direction de notre pays face à l'entêtement de ce régime. Oui. Écoutez, nous aussi, on ne comprend pas quelle langue comprennent-ils, parce que si tout allait bien, alors pourquoi les gens sortent encore tous les vendredis, tous les mardis? Et s'ils ont trouvé le moyen de sortir encore le samedi, le dimanche, et ainsi de suite, s'ils n'étaient pas opprimés par le pouvoir, par ce pouvoir policier, justement, sinon, pourquoi ils sont en train de jouer à un jeu qui ne servent pas du tout, étant donné qu'ils s'approuvent à chaque fois cette faille qu'ils sont en train de vivre. Justement, ils n'ont aucune base, aucun élément pour présenter pour le peuple afin de trouver une solution vraiment qui peut apporter quelque chose pour ce pays. Donc, à chaque fois, les arrestations arbitraires, justement, utiliser la justice comme moyen, comme outil pour opprimer justement cette volonté populaire qui est ce peuple qui est pacifiste et tout ça. Donc, ça prouve leur défaillance en termes soit politiques, soit juridiques. Donc, aucune solution. C'est pour cela donc que les gens sortent encore parce qu'ils ont le ras-le-bol qui est encore là, qui est encore depuis le 22 février 2019 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, aucune solution n'a été proposée, une solution radicale, comme je disais tout à l'heure, qui pouvait apporter quelque chose pour ce pays. Donc, c'est pour cela qu'ils sont en train d'utiliser la violence contre ce peuple qui est en train de réclamer ses droits et rien que ses droits. Très bien. Mais si on revient un peu, Maître, quand on parle de la liberté de la presse, alors que les Algériens, ils demandent un changement radical du régime depuis 2019, donc depuis le début du Hirak, et qu'on voit donc ces pratiques de répression et de violence
est-ce que vous pensez que le régime nous montre sa faiblesse avec ses pratiques? Ben, tout à fait, oui, tout à fait, mais c'est sa faiblesse. Il n'a aucune solution entre les mains. Donc, quand on parle de la liberté, quand on parle de la liberté de la presse, mais est-ce que ça existe une liberté de la presse chez nous? Est-ce qu'on voit tout ce que vit, tous les problèmes que l'on vit, c'est-à-dire même le Hirak qui a repris, est-ce qu'on le voit diffusé dans ces chaînes qui sont attachées au pouvoir, qui sont alimentées par le pouvoir, comme a déjà dit Tebboune par rapport à toutes ces chaînes qui disent c'est l'État qui les alimente. Puisque c'est l'État qui les alimente, comment voulez-vous qu'ils soient libres dans l'expression, qu'ils soient libres dans le don de la vraie information pour le peuple, tout en sachant que les médias jouent un rôle très, très, très important dans l'évolution de la société, dans l'évolution de la vie, du quotidien de l'individu, du citoyen. Or que maintenant, on est en train de voir que les médias est un outil qui est utilisé justement par le pouvoir pour faire croire surtout aux endroits de Londres, dans des villes ou bien dans des régions qui n'ont pas accès à Internet et tout ça, donc croire que vraiment les choses vont très bien en Algérie et que ces gens-là qui sont en train de sortir dans les autres wilayas sont je ne sais pas si je pourrais dire, sont des voyous comme ils le prétendent. Justement, c'est ce qu'ils voulaient faire propager dans les esprits de quelques individus que ce Hirak, bien sûr, comme on dit, donc il y a des mains étrangères qui sont en train de faire manipuler ce pouvoir, plutôt le Hirak. Soit c'est comme on dit le Harak al-Infisaliya quand on parle du MAC, ou bien d'autres choses. Donc, disons vraiment, sincèrement, on ne comprend pas pourquoi le pouvoir ne veut pas comprendre que le peuple en a marre de ces manœuvres. Ce sont des manœuvres qui ne sont pas juridiques, qui ne sont pas politiques, mais qui sont machiavéliques. Voilà, ce sont des manœuvres machiavéliques dans le but de protéger leurs intérêts et rien d'autre. Voilà. Très bien. Si on revient un peu, Maître, est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience chez les Algériens par rapport donc à leurs droits, à leur liberté, que maintenant ça ne sera plus comme avant et que le mur de la peur est tombé depuis 2019 et que s'il faut donc aller aux instances internationales, ils vont aller. On a entendu, Maître, on ne va pas trop étaler parce que la chaîne reviendra sur ce sujet, mais on a entendu qu'il y a eu une déclaration des personnalités, des hommes de droit aussi, des avocats et aussi des enseignants qui ont signé une certaine déclaration par rapport donc aux abus des droits de l'homme en Algérie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Maître? Écoutez, vraiment, les abus par rapport aux droits de l'homme en Algérie, c'est ça, on est arrivé à un résultat qui est que les droits de l'homme en Algérie sont réduits à néant, sont vraiment réduits à néant, où l'individu n'a pas le droit de s'exprimer, où l'individu n'a pas le droit de demander ses droits, et on voit très bien que même dans les instances, même dans les palais de justice, surtout les détenus, ou bien surtout les personnes poursuivies dans les affaires du Hirak, sont vraiment donc il y a des failles incroyables, monumentales dans les procédures avec lesquelles ils ont été poursuivis. Donc on n'arrête pas de parler de ça, on n'arrête pas de dire que qu'il ne faut pas instrumentaliser la justice, ne serait-ce que la justice pour vraiment trancher dans ce genre d'affaires avec justice justement. Mais là, ça ne répond pas. Justement, les magistrats, on sent qu'ils ne sont pas libres dans leurs décisions. On leur dit que c'est pas possible, ça ne peut pas durer comme ça. Viendra le jour où le droit revient à ce citoyen, mais c'est pas possible que l'on voit à chaque fois le peuple sortir et qu'on sait très bien que toutes les décisions de la justice sont rendues au nom de ce peuple. Seulement, le peuple, il est en train de vous dire qu'on ne veut pas de ce pouvoir. Pourquoi vous ne voulez pas vous-même écouter cette voix de ce peuple? Pourquoi vous ne voulez pas entendre justement la voix du peuple qui vous dit que ce pouvoir actuel, on n'en veut pas. On n'en veut pas parce que c'est une suite de l'ancien pouvoir. Tout le monde le sait, ce sont des visages qu'on en a connus tous
avec l'ancien pouvoir, le pouvoir de Bouteflika. Donc pourquoi vous êtes en train de nous raconter des bobards? Pourquoi vous êtes en train de nous raconter des histoires à dormir debout? Croyez-vous à ce point que le peuple algérien n'est pas conscient? Au contraire, le peuple algérien est conscient, il a atteint une certaine maturité politique et sociale vraiment incroyable. Écoutez, même si on ne pratique pas la politique, on est devenu politicien par force, par la force des choses, parce que le peuple algérien veut être uni, justement avec toutes les manœuvres qu'ils ont essayé pour diviser le peuple ou pour faire régner une certaine insécurité dans le Irak. Au contraire, le peuple est très très bien éveillé et justement, il met face, il arrête toutes ces manœuvres parce qu'il est conscient. Parce qu'il est conscient et il sait que le seul ennemi de ce pouvoir, le seul ennemi du peuple entier, c'est le pouvoir. Et ce n'est pas Flan ou la Flan. Tout ça, on ne veut pas rentrer dans ces problèmes-là qui vont apporter justement atteinte à notre révolution du sourire, justement. Très bien. Restez avec nous, Maître Adel Djebbar, sur cette conscience politique dont a parlé Maître Amelsi Amour. Le peuple est arrivé à comprendre comment faire face donc à ces manipulations et aussi ce langage qui ne correspond plus au temps de cette jeunesse, plein d'espoir, plein d'intelligence. On entend des communiqués, on dirait qu'on est dans les années 60 ou les années 70, alors que quand on voit cette jeunesse avec son dynamisme, son pacifisme et sa conscience politique, on se dit... Pourquoi il traite le peuple algérien de cette façon? On peut en parler pendant 10 siècles. On ne finira jamais de comprendre que nous sommes en face d'une oligarchie militaire prédatrice, criminelle, traître, à la frontière de la haute trahison. Il faut comprendre définitivement que ces gens-là sont en guerre contre nous. Le peuple algérien, qui a une capacité de résilience extraordinaire, a mis 60 ans pour faire ses devoirs. Le dernier des grands massacres que nous avions subis, c'était à partir de 1992, quand ils ont confisqué le pouvoir et assuré une transition des généraux. Nous avons vu 30 ans après dans quel état catastrophique le pays est arrivé. Donc ces gens-là ont une logique criminels, ils n'ont que du mépris pour ce peuple-là et ils ne développent que de la haine et du mépris et du déni. Vous avez vu de vos propres yeux l'immense intelligence, la méga intelligence du peuple algérien. Dans ce V115, dans ce vendredi 115 qui s'est terminé par des brutalités et une sauvagerie et une barbarie indescriptibles. Le peuple algérien a une énorme maturité. Il a fait ses devoirs, il a compris à qui il avait affaire. Donc, aujourd'hui, le peuple algérien, la maturité politique du peuple algérien n'est plus à démontrer. Son civisme, son pacifisme, sa non-violence ne sont plus à discuter. Ce pouvoir de bandits et de voyous, de généraux criminels qui a tout fait pour casser la dynamique d'émancipation du peuple algérien, n'a pas épargné tous les coups bas, tous les coups de Jarnac pour présenter cette révolution du sourire, comme le disait madame, comme une révolution de délinquants, de LAA, de gens violents, d'islamistes, de maquistes, de séparatistes, de souverainistes, etc. Le peuple algérien, dans ce V15, vient de déculotter définitivement cette propagande des mukhabarat algériennes en restant très calme, en restant très stoïque. C'est l'école du stoïcisme merveilleuse qu'a démontré ce peuple algérien dans sa résilience à garder le sourire même s'il est brutalisé. Donc la dernière carte pourri de ce régime-là qu'il était en train de commercialiser à l'international pour accuser le MAC de séparatisme, à la chef d'islamisme, les Algériens d'être, comment dirais-je, manipulés par une main de l'étranger, vient de tomber. C'est la première fois que la presse occidentale, notamment Le Monde, fait un article pour dire clairement et sans aucune ambiguïté que la violence, si violence il y a, terrorisme, si terrorisme il y a, n'est que du côté de ce pouvoir. Vous avez vu comment
Ils ont essayé de cadenasser ce Hirak-là. Ils ont bloqué les accès à Place Odin, la rue d'Idouche-Mourad, en mettant des camions à Bab el-Oued, un peu partout à Alger, et les gens ont transgressé ces murs de la honte-là, ces murs de la dictature pour arriver à se réunir. Et puis, à partir de 4h30 ou 5h, si je ne m'abuse, l'ordre a été donné à ces brutes, à ces sauvages, à ces barbares, d'utiliser ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire la matraque, et commencer à massacrer sans absolument aucune, comment dire, sans se dire c'est des vieux, c'est des jeunes, c'est des femmes, etc. Ils tirent dans le tas. Pour eux, les Algériens, qu'ils soient islamistes, athées, communistes, progressistes, etc., c'est du bétail. Ils nous considèrent comme du bétail, ces gens-là. Donc, il faut comprendre qu'ils sont en guerre contre nous et la seule possibilité pour mettre un terme à leur violence, à leur barbarie, à leur dictature, qu'on n'a jamais cessé de dénoncer, c'est de rester fort, de rester solidaire, de sortir en masse et de ne jamais s'arrêter de réclamer nos droits civiques, nos droits à la liberté, nos droits à l'indépendance. الشعب تاع الجزائر اليوم راهو تحت استعمار ابشع من الاستعمار تاع فرنسا كما قلتها لكم خطره الاستعمار تاع فرنسا كان يكرهنا ويحب الارض ويحب الجزائر هذو يكرهونا ويكرهوا الجزائر ويحبوا مصالحهم. Ils sont là pour défendre leurs intérêts. Leurs intérêts, c'est quoi? C'est la rapine, c'est les détournements, c'est les vols, c'est l'escroquerie et les mensonges. Ils sont là pour préserver le régime. L'Algérie importe peu pour eux. والله العظيم غدوة يعطيهم quelques milliards de dollars غير يبيعوها يهزوا الطيارة ويروحوا. Ils s'en foutent royalement du peuple algérien. Ne leur cédons pas ce pays. Ne disons pas que notre pays, nous avons compris que la seule possibilité de sauver notre pays, de l'aider à survivre, à se reconstruire et à permettre à cette jeunesse magnifique de vivre dans un pays apaisé, qui peut se développer, qui peut ressembler aux autres pays, c'est de continuer à lutter jusqu'à l'effondrement quasi total de cette dictature ignoble, atroce, inculte, sauvage et antinationale. Pour terminer tout ça, je dis à nos jeunes, l'avenir vous appartient. Cette gériatrie prédatrice de vieux généraux incultes, sauvages et barbares est en train de partir. Si nous ne le faisons pas partir par nos revendications, la biologie fera son œuvre. Ils sont tous en fin de vie, ils ne représentent rien. Quant à ce Pitbull-là, qui est là depuis 16 mois, qui a fait tant de promesses, que ceux qui continuent à l'écouter pourront attendre les 400 000 emplois qu'il a promis à Gilfa. Ils pourront attendre le train qui partira de la gare de Tamras dans 3000 ans. Et ils pourront. Nous n'avons absolument rien à voir avec ces gens. Je termine avec ça. On va revenir à Adel Djebbar sur les déclarations de Tebboune à l'occasion de la journée internationale du travail dans cette deuxième partie de l'émission. Restez avec nous, Adel Djebbar. Je ne sais pas si on a toujours Maître Amel Siamour. Est-ce qu'elle est avec nous toujours? Je pense qu'on a perdu, on me dit à l'oreillette. Salim Mechri. Est-ce qu'on a Salim Mechri, syndicaliste? On a avec nous Salim Mechri, syndicaliste, militant des droits de l'homme, qui est avec nous depuis Oran. Si Salim Mechri, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir. Salam alaikum. Alaikum salam. Marhaba bik. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, oui, monsieur. Ah, très très bien. Marhaba bik, si Salim. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Si on revient un peu sur la journée internationale de la presse, Belhimar nous dit que, alhamdoulilah, la presse, la liberté de la presse existe en Algérie, et vous êtes militant des droits de l'homme. Salim Mechri, quel est votre constat par rapport à la situation que vit notre pays par rapport aux libertés, par rapport aux droits de l'homme? Aujourd'hui ou demain coïncide bien sûr la journée internationale de la presse. Quel est votre constat, Salim Mechri? Salim Mechri, est-ce que vous m'entendez? Ah, je pense qu'on l'a perdu. On l'a perdu, on est en train de me dire. Des petits soucis juste de communication.
Adel Jabbar, je vais revenir à vous, Adel Jabbar. Si on revient un peu, bien sûr, sur les instances internationales, et on a vu que l'Algérie a été rappelée plusieurs fois à l'ordre, et aussi l'emprisonnement des journalistes qui a été vu par les organisations, les ONG qui défendent donc les droits de l'homme et les journalistes, la liberté d'expression. Est-ce que vous pensez que ça va aider, si on peut dire, la cause du Hirak, qui est donc de libérer ce pays? Non, définitivement. D'abord, moi, je fais un petit rectificatif. Je ne pense pas que les instances internationales ont blâmé l'Algérie. Ils ont blâmé un régime dictatorial, illégitime. L'Algérie n'a rien à voir. L'Algérie, c'est son peuple. Et son peuple là. Quand je parle de l'Algérie, c'est bien de le préciser, Adel Jabbar, je parle du régime, bien sûr, du pouvoir. Voilà, pour moi et pour l'immense majorité des Algériens, c'est des indus occupants, c'est de nouveaux colons qui ont débarqué, comme tout le monde le sait, en 62, des frontières de l'Est et de l'Ouest. Donc, pour plus de clarification, ils ont blâmé ce régime, les Maastricht, ce régime qui ne produit que le mensonge, ce régime qui ne produit que la brutalité, la violence, l'inculture, la prédation. Avez-vous entendu depuis la venue de ce désigné Châtelain un projet? Ils n'ont même pas planté un arbre. Ils n'ont même pas construit un poteau électrique. Il n'y a strictement rien qui s'est fait. Ils sont en train de vider les caisses de l'Algérie et de se préparer à une fuite. Leur avenir, et ils le savent très bien, leur avenir n'est plus en Algérie. L'avenir de leurs enfants n'est plus en Algérie. À l'étranger, ils vont avoir une vie de chiens. Ce seront des errants, comme les Roms ou les Gitans, qui sont en train de se promener un peu partout en Europe. Pourquoi? Parce que le peuple algérien est prêt à lutter de toutes ses forces pour vivre en liberté, pour que cette jeunesse-là puisse un jour aspirer à vivre tranquillement dans ce pays. Nous avons un pays énorme, nous avons une diaspora extraordinaire, nous avons un peuple avec une jeunesse extraordinaire, donc une force de travail titanesque. Mais nous avons des fripouilles, des bandits à la tête de cet État-là. Ils ont transformé cet État en État de lieu. Après avoir fait une dictature, ils l'ont transformé en État narcotrafiquant. Vous avez vu un État qui traficote et qui importe de la cocaïne, des généraux et des milices et des voyous. Cocaïne, personne n'en parle. Qui sont impliqués là-dedans? Ce sont ceux qui sont en train de nous donner des leçons de morale. Cet intoxiqué éthylique qui est en train de vous couper les communications avec vos correspondants ou avec vos invités en Algérie. Il ferait mieux de s'occuper d'Internet. Il ferait mieux de dire à son collègue des PTT de rétablir Internet et laisser les Algériens s'exprimer librement. Très bien. Restez avec nous, Adel Jabbar. Je pense qu'on a été rejoint par Ihsan Khadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M. Ihsan Khadi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Ihsan Khadi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup à vous. Merci. Donc, à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, Ihsan Khadi, quel est votre constat de la situation en Algérie, sachant que Belhimar parle d'un constat très positif. Il dit que on a érigé la liberté de la presse en principe constitutionnel et muable. Ihsan Khadi. Puisque vous me posez une question avec une citation directe du ministre du secteur, j'ai envie de dire un mot sur la façon dont s'opère la cooptation des ministres de la communication ces dernières années. En fait, dans les pays, y compris dans les autocraties, on va dire, qui ont une feuille de route et une vision politique,
les critères de recrutement d'un ministre de la Communication ou un ministre de la Propagande, de mon point de vue, sont un peu plus subtils que ce qui s'est passé ces dernières années. On a eu droit en 2014, au début du 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika, à l'arrivée d'un personnage, tout le monde le connaissait, Hamid Green, qui était responsable de la publicité chez Jay-Z et qui avait pendant des années, il faut bien le dire comme ça, régenté une partie de la presse, celle qui n'était pas en mesure de lui résister, à partir de cette fonction-là. Hamid Green s'est vendu comme étant en mesure de diriger le secteur et s'est vendu à Sellal avec ce CV-là. Je suis celui qui peut mettre à part la partie de la presse qui avait résisté au 4e mandat, le Khabar, les Libertés, le Watan, notamment le Watan, et quelques autres, beaucoup moins. Et c'est ça le critère de recrutement. Et le grand projet de la stratégie de communication d'un État comme l'Algérie se construit autour de la capacité d'un ministre à mater une partie de la presse qui continue de lui échapper. Ammar Belhamed, puisque vous l'avez cité, s'est fait recruter en dehors de ses états de service d'informateurs connus, qui a travaillé avec les services et qui a travaillé d'ailleurs, visiblement, pas seulement avec les services algériens, mais bon, il n'a toujours pas répondu à Ali Ben Saad au sujet de la note qu'il a vendue au ministère de la Défense français. La Défense nous attendons français. Oui, nous attendons toujours sa réponse sur cette accusation très très précise de Ali Ben Saad. On souhaiterait quand même qu'un jour ou l'autre il réponde. Et moi j'espère qu'il pourra se dépatouiller de cette très grave accusation. Il est ministre de la République. Mais en dehors de ça, Ammar Belhamed a été recruté. Et c'est pour montrer la faiblesse, y compris du casting, de la construction des ressources humaines du gouvernement Abdelmadjid Tebboune et Abdelaziz Djerad. Il a été recruté soi-disant sur sa proximité avec la presse, une partie de la presse, anciens journalistes, etc. Et en fait, il s'est surtout proposé, parce qu'il avait écrit un livre sur comment réguler, en fait, comment mettre sous cloche l'édition électronique. Il est arrivé avec le projet de mettre à bas, de maîtriser, de censurer la presse électronique, qui était devenue un problème. En 2014, on en était encore avec la presse papier. En 2019, fin 19, début 20, quand le gouvernement Djerad arrive, la priorité, c'est l'électronique, c'est l'édition électronique et c'est les réseaux sociaux, d'où la loi qui est arrivée tout de suite après. Ce sont ça les grands desseins des gouvernements et des ministres de la communication. C'est-à-dire, ils arrivent avec la proposition de mater quelque chose. Attendez, regardez ce qui se passe. L'Algérie n'existe plus en termes d'État souverain. En termes de producteur de contenu, l'Algérie a disparu de la carte. En Afrique, l'Algérie n'a plus d'empreinte. On parle du soft, notamment ce ministre parle et traque les médias électroniques et d'autres acteurs comme étant des agents du soft power international et qui bénéficient de subsides, etc. Mais attendez, le programme d'un gouvernement, le programme d'un ministre, la vision stratégique d'un ministre, ce serait de construire un soft power algérien. Ce serait d'abord celui-là. Pourquoi ces médias électroniques algériens ne seraient pas le soft power algérien? Ils ne rapporteraient pas la réalité de ce qui se passe en Algérie et ils feraient miroiter une image attractive d'Algérie. Moi, je finis sur ça. Je rappelle qu'après l'ouverture de 88-89, le NTV, il n'y avait pas encore d'ouverture complète en Algérie. Il y avait la presse papier qui commençait à exister, mais il n'y avait pas une ouverture complète. Mais le fait d'organiser des débats contradictoires, d'avoir de l'opposition à la télévision, d'avoir y compris le fils qui est passé à la télévision publique dans des débats contradictoires, faisait de l'Algérie quelque chose d'un cas atypique dans le monde arabe. Et on se rappelle que le NTV, à l'époque déjà, avait un rôle dans la guerre du Golfe parce qu'elle avait une équipe sur place et elle était suivie, elle impactait. Vous vous rendez compte d'un peu, en 21 ans, le recul en 21 ans, le recul qu'on a subi, en 21 ans, 31 ans, le recul qu'on a subi. C'est incroyable aujourd'hui d'en arriver à des ministres qui ont comme totem et comme programme d'arrêter Radio M ou d'arrêter tel ou tel site ou bloquer TSA qui n'est pas accessible. Ça vous dit la décrépitude en termes d'approche. Et donc pour en finir, moi je ne suis pas étonné que ce ministre fasse le bilan qu'il a fait. Enfin, le fait que demain nous avons une waqf à Alger Centre pour célébrer cette journée internationale, avec comme principal mot d'ordre la libération de Rabah Karesh à Tamarset, qui a été incarcéré pour avoir rapporté l'actualité de ce qui se passait à Tamarset dans les règles de l'art professionnel. Mais jamais la situation de la presse algérienne n'a été aussi précaire, aussi difficile
depuis l'ouverture d'octobre 88. Jamais. Et ça se fait sous Tebboune et Ammar Belhimar. Est-ce que ceci est inquiétant pour vous, Ihsan El-Qadhi? Ce que vous venez de dire, ce bilan très négatif? Enfin, on est inquiet, les libertés sont liées, enfin, nous passons, y compris dans les rassemblements de journalistes, quand nous avons scandé pendant des mois la libération de Khaldrani, puis et d'autres, Saïd Boudour à un moment, puis aujourd'hui Karesh, nous avons toujours lié dans nos mots d'ordre appeler aux autres libertés, au respect des autres libertés, notamment l'indépendance de la justice. Il y a un mot d'ordre qui lie les deux, Hurriyat Sahafa ou Istiqlaliyat l'Adala. C'est lié, les deux sont liés, et toutes les libertés d'ailleurs sont liées. Et donc, pour mon inquiétude, elle dépasse le secteur de l'information. Cette semaine, on a passé un mois d'avril avec 43 mandats d'arrêt, mandats de dépôt, avec des partis qui menacent d'être dissous, des partis reconnus, avec donc un journaliste qui a été introduit en prison, avec des cas de torture avérés qui sont remontés encore, avec des violences policières, avec des complots terroristes qui sont à riser voilà encore une incapacité à produire une information, même dans la propagande, une information intantinée, un petit peu crédible. Cette histoire d'adodisation des médias publics qui sont des services publics, c'est avec l'impôt des contribuables que l'UNTV et que les radios travaillent. Et donc, dans un tableau comme cela, on peut être qu'inquiet, on peut être que très inquiet. Mais en même temps, quand on descend parmi le peuple dans le Hirak le vendredi, on reconstruit son énergie parce que les Algériens sont pas prêts de laisser passer cette situation. Ils sont constants de leur mobilisation, ils sont constants de leur silmiya, leur attachement au caractère pacifique de la mobilisation. Et donc voilà, c'est un combat qui prend du temps. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait un sursaut dans le pouvoir qui réalise que c'est pas comme ça, c'est pas en revenant à avant octobre 88 qui va pouvoir gagner. Il peut absolument rien gagner comme ça. Les violences à 16h vendredi, quand on a dispersé contre la police, c'est un acte de représailles, il n'y avait aucune raison d'agir ainsi, a dispersé par la violence sur des douches morales à la fin de la manifestation du vendredi. Ceux de nos collègues qui disaient aux policiers Sahafa pour qu'ils ne le frappent pas, les policiers s'acharnaient encore plus sur eux. Et je considère qu'il ne faut pas qu'il y ait de journalistes témoins de cela. Mais ça a servi à quoi? Il y a plein de dizaines de citoyens qui ont filmé et le monde entier a vu cette violence gratuite. Moi, je continue. Je continue d'appeler à la raison, je continue d'appeler au bon sens, je continue de dire, et ça vient de sortir sur Radio M dans un article qui s'intitule en choisissant, en optant pour l'affrontement, Abdelmajid Tebboune sait-il qu'il joue perdant contre les Hirak? Est-ce que quelqu'un peut lui expliquer que ce n'est pas comme ça qu'il va pouvoir passer? Est-ce que les sécuritaires lui ont vendu un mauvais scénario pour lui dire qu'il faut taper alors que le 18 février, il avait l'air de vouloir ouvrir, en commençant par libérer les détenus, mais on pouvait considérer que c'était un premier pas et que les législatives allaient se passer peut-être dans un climat plus détendu qu'en 2019 et en 2020, même si les Algériens évidemment avaient fait le choix de ne pas participer à ces élections, mais on pouvait espérer un climat plus détendu. Voilà, il revient à la répression de la presse aussi. Aujourd'hui, on parle de la presse. C'est incompréhensible, c'est-à-dire on n'arrive plus à savoir ce que veut ce régime, parce que si vraiment il veut passer par la force et s'imposer par la force, tout indique que c'est pas possible. Voilà. Et est-ce que vous pensez, Ihsan Khadi, qu'il y a des gens sages au sein de ce régime qui peuvent penser qu'on ne peut pas gérer un pays de cette façon et encore contre la volonté de son peuple? Quand on a vu autant de répression cette semaine, et vous avez parlé aussi des mandats de dépôt, on a vu l'affaire de Karim Tabou, comment elle a été accélérée d'une façon extraordinaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens vraiment sages au sein de ce régime? Oui, je pense qu'il y a toujours des gens sages. Je suis en train de relire avec grand plaisir les mémoires de Sil Hafed Yaha qui a dirigé le FFS au Maki puis à l'étranger dans l'opposition et qui est malheureusement c'était une figure importante de l'opposition qui rappelle quelque chose que les gens se connaissent bien, que les gens ne connaissent pas bien. Le général Chinoufi, qui était secrétaire général du MDN, a rencontré secrètement Aït Ahmed en 1984.
à Paris, pour essayer de voir comment apaiser, comment essayer de réintégrer le FFS. On ne parlait pas d'ouverture démocratique, mais on essayait de pacifier. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'à tout moment, il y a dans le système des gens qui essayent de trouver des voies de salut, des voies de la raison, du dialogue, etc. Il y a juste le fait que c'est difficile. Les passerelles, les gens c'est difficile à soutenir. Moi, j'ai la faiblesse d'avoir pensé que Ahmed Gaïd Saleh, parce que les torts qu'il a fait à l'Algérie, pour moi, sont terribles. Mais qu'il était peut-être l'expression la plus brutale de ce que voulait faire l'ANP, maintenir la domination de la vie politique coûte que coûte, contre le bon sens, contre le mouvement populaire, contre les révolutions populaires. Mais on se rend compte que, 18 mois après son départ, l'ANP n'a pas réussi à changer de logiciel. C'est parce que, en fait, je pense que finalement, sans vouloir faire insulte à personne, il y a un formatage de la ressource humaine et un formatage de la vision duquel on n'est pas sorti. Donc il doit y avoir bien sûr des sages, mais ils sont peut-être pas suffisamment visibles, ils sont pas au poste de responsabilité. Il y a un long processus pour bien se rendre compte qu'avec Abdelmadjid Tebboune à la présidence et avec une feuille de route de répression et de répression de la presse, puisque encore une fois on est à la veille du 3 mai et que c'est de ça aussi qu'il faut parler, on n'ira pas très loin. Quelqu'un comme Ali Rdiri, aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi il n'est pas libéré? Parce que peut-être qu'Ali Rdiri, il n'y a pas plus de raison de maintenir Ali Rdiri en prison que d'avoir maintenu pendant presque une année Khaled Rani en prison et tous les autres. Mais il me semble que c'est peut-être un type de profil qui, au sein de l'ANP, aurait pu jouer le rôle de passerelle pour essayer d'engager une autre vision qui ne soit pas celle de la confrontation. Voilà. Et je ne vois pas d'autre explication. Il y a une partie du Hirak qui pensait que le retour du général Toffer, en fait, il n'y a pas de retour. Il a été élargi pour qu'il ne finisse pas ses jours en prison. Mais ça, c'est un accord interclanique au sein de l'ANP. Moi, j'ai toujours dit que les raisons pour lesquelles il a été en prison ne sont pas les bonnes. S'il devait aller en prison, il devrait aller en prison pour d'autres raisons, qui sont liées notamment à sa gestion du contre-terrorisme dans les années 90. Il y a eu c'est un autre débat. Mais c'est pas lui qui va apporter. Il peut pas. Il est trop discrédité, trop rejeté par le peuple, etc. Il y a d'autres passerelles possibles. Ni lui, ni Nzar, encore moins Nzar qui s'est engagé dans la grande révolution avec corps et âme, avec son site Algérie patriotique. Mais quelqu'un comme Ali Rdiri aurait pu jouer ce rôle. Et d'autres, proches de l'ANP, ou à l'intérieur encore de l'ANP. Mais c'est très difficile et je pense qu'il ne faut jamais cracher sur l'avenir. Il faut toujours tendre la main, tout en étant ferme sur les droits, tout en étant sans concession sur le fond. Il faut toujours tendre la main parce qu'il s'agit de l'avenir de l'Algérie. Il s'agit de quelque chose de très, très délicat. Et aujourd'hui, nous sommes très, très inquiets. Qu'est-ce qu'on peut dire, Ihsan Khadi, juste pour finir, par rapport donc au sujet des Hirak? On a vu un Hirak très déterminé, malgré donc la pression qu'on a vue des forces de l'ordre, les arrestations, mais il est resté déterminé et pacifique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Hirak? Je suis le premier à avoir été très très surpris ce vendredi par la détermination de mes concitoyens. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Très surpris. Parce que peut-être que nous, on ressent beaucoup plus les actes de répression. Enfin, nous, témoins, journalistes, moi je suis engagé dans la société civile, notamment avec Nidat Machelin. Et donc, peut-être qu'on est plus, à Saïd Boudour, notre ami à Karesh, et donc on ressent plus le coup. Mais le peuple, l'opinion, le Hirak, vraiment la détermination. Moi, j'ai été épaté par ce qui est arrivé ce vendredi. D'ailleurs, j'ai parlé de représailles. Les représailles de la police, c'est des représailles parce qu'il y avait une très forte énergie et il y avait aussi des mots d'ordre contre les forces de sécurité pour ce qu'elles ont fait aux étudiants mardi dernier, etc. Moi, je pense que les sécuritaires doivent délibérer différemment. Ils ne doivent pas mentir aux politiques. Les sécuritaires doivent rapporter la situation. Les sécuritaires ont menti aux politiques. Ils ont présenté ce mouvement comme étant l'apanage de deux forces extrémistes. Et Rached, moi je ne considère pas que Rached est une force extrémiste. Je l'ai déjà dit, ça m'a coûté cher. Je considère que ce mouvement-là a suffisamment montré de garanties pour être un acteur
qu'on peut intégrer dans une solution politique. Ça ne fait que mon avis, c'est pas un problème. On l'a présenté comme proche du terrorisme et on l'a réprimé ces dernières semaines. On a réprimé, on a essayé de créer un complot oranais, une filière oranaise de Rached. Et puis on a présenté le MAC comme étant un autre acteur qui radicalise de Rached, alors que le Hirak, alors que le MAC n'est pas dans le Hirak, le MAC est hostile au Hirak. Et donc, ça veut bien dire que les rapports des sécuritaires racontent des histoires au président de la République, qui a cautionné, le dernier Haut Conseil de la sécurité, il a cautionné le recours à la répression, il l'a dit, il l'a endossé. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il endosse lui-même une vague de répression, c'est la troisième. Les deux précédentes, c'était pas lui qui les avait endossées, mais celle-là, c'est lui qui l'endosse. Et donc, en fait, on devrait remonter les vraies informations, dire que les Algériens sont déterminés et qu'ils sont pacifiques, et que c'est pas des extrémistes, et qui sont prêts à envisager des solutions. Kharrata a appelé à une première rencontre. À mon avis, il n'y aura pas une première rencontre, mais il y aura probablement l'amorce d'un processus pour qu'il y ait des rencontres. À Kharrata, le samedi 8 mai, ça veut dire quand même qu'il y a le souci de construire, qu'il y a le souci de faire des propositions, qu'il y a le souci de préserver ce mouvement révolutionnaire, et qu'en fait, le pouvoir a un acteur qui, lui, est sage. Le pouvoir n'arrive pas à être sage. Il est dans la panique, et la panique l'entraîne à faire des choses extrêmement dangereuses. C'est toujours un plaisir de vous avoir, Ihsan Qadi, mais je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Si je peux avoir juste une dernière question. On a vu aujourd'hui des pompiers marcher. Vous avez parlé donc de la panique du régime face à cette situation politique, mais aussi la situation sociale et économique qui est très difficile et qui va compliquer la situation politique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Ihsan Qadi, très rapide? Encore une fois, un mauvais calcul. Il y a eu le mauvais calcul de l'année dernière lié à la pandémie. Il a pensé qu'avec la pandémie, c'était une opportunité pour réprimer le Hirak. Il y a eu toute la vague de répression du printemps et de l'automne 2020 qui était à partager entre les services et le nouveau président. Et cette fois-ci, il y a aussi le calcul de penser que le temps joue en faveur du régime et au détriment de la mobilisation populaire. Or, la mobilisation populaire, elle va prendre d'autres formes. Les gens, il y a une partie, je le constate dans le Hirak, des gens qui ont été rattrapés par la crise sociale, qui aujourd'hui comprennent bien que le lieu où ils peuvent exprimer leurs revendications et leur ras-le-bol, c'est dans le Hirak. Et je veux saluer le héros de Biskra qui a résumé toute la situation en se montrant, lui il dit à poil, enfin il n'était pas à poil, mais en disant ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, le régime ne laisse aucune solution aux Algériens que celle-là, celle qu'il lui a mis en scène dans son extraordinaire vidéo. Je préfère ça que des gens qui s'allument comme une torche, comme Mohamed Bouazizi, l'Armand en Tunisie. Et donc, la crise sociale, il faut l'intégrer. C'est une raison supplémentaire pour que les pouvoirs publics, les sécuritaires, la présidence réfléchissent en termes de dialogue, de sortie de crise rapide, parce que tout ce qui va venir s'accumuler ne joue en fait en faveur de personne, parce que la pression plus forte sur le régime, ça peut le rendre encore plus déraisonnable et l'amener à penser à encore plus de solutions, à s'inventer encore plus de scénarios de complot, etc. Il faut intégrer l'avenir comme étant beaucoup plus risqué et il faut partager le fardeau de cet avenir et le partager avec l'interlocuteur aujourd'hui, c'est le Hirak. Il n'y a aucune solution politique en Algérie sans le Hirak. Merci beaucoup, cher Ihsan Qadi, d'être avec nous. Ihsan Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M, qui était avec nous. On a été rejoint par Brahim Daradi, syndicaliste, agent de la protection civile, qui a été révoqué. Brahim Daradi, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Est-ce qu'on a Brahim Daradi avec nous? On l'a perdu. Malheureusement, on va essayer de l'avoir une deuxième fois. Adel Jabbar, je vais revenir à vous très rapidement. Adel Jabbar, donc, à l'occasion de la fête des travailleurs, Tebboune aussi a fait un message à cette occasion. Donc, il a envoyé un message. Et je pense qu'on a une vidéo du ministre du Travail, M. Djaboub. La vidéo, donc, on va essayer d'écouter donc, le message de Abdelmajid Tebboune à travers cette vidéo. Et je vais revenir à vous, Adel Jabbar. On écoute le ministre Djaboub, si c'est possible. سهرنا منذ أكثر من سنة على الإعداد للدخول في حركية اقتصادية متحررة من قيود البيروقراطية
ومن ممارسات الانتهازيين المفسدين. ولئن كانت الأوضاع الطارئة بفعل الوباء حالت دون تحقيق بعض أهدافنا في الآجال المرسومة، فإن الإرادة السياسية ازدادت صلابة من أجل تسريع الإنعاش الاقتصادي في سياق حوار واسع مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين. حرصنا على توجيه الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل بالرغم من إكراهات الأوضاع الناجمة عن الحالة الوبائية، ولتسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل. ونحن نتجه تدريجيا لاستيعاب أعداد من شبابنا البطال في مناصب الشغل بوضع آليات لدعم المؤسسات الاقتصادية. سهرنا منذ أكثر من Adel Jabbar, vous avez entendu donc les déclarations du ministre du Travail, Jaboub, mais dans le message aussi de Abdelmajid Tebboune, il parle l'attachement à préserver les emplois en dépit des contraintes induites par la pandémie. On a vu aujourd'hui, bien sûr, les pompiers marcher, mais il y a un vrai malaise social, Adel Jabbar, qui va compliquer encore la situation en Algérie. Votre lecture, Adel Jabbar? Quand j'entends un bipède de cette espèce-là, ça me donne la nausée et ça me rappelle la langue de bois. C'est le bréviaire de la langue de bois. Donc, il n'invente rien que de la phraséologie vide de sens. Il n'y a rien, il n'y a aucune consistance. Ce monsieur-là qui a écumé dans différents gouvernements et qui, aux dernières nouvelles, devait aller à Al-Harrach, il se retrouve par la bénédiction de la Haïsaba encore en poste de ministre pour nous saouler avec des discours creux. Ce Tebboune-là, s'il est président comme il le prétend, qu'il sorte lui-même parler aux Algériens, il ne s'est jamais adressé à nous. En 16 mois, il avait promis d'aller visiter un pays étranger après sa désignation au château d'El Mouradia. Ce pays étranger-là, c'était Tizi Ouzou. Il attendait une invitation du président de Tizi Ouzou qu'il n'a jamais reçu, et il n'est jamais parti à Tizi Ouzou ou à Bouira ou à Bab el Oued. C'est des bandits. Je vais vous dire une chose. Une armée sans éthique, parce qu'il ne faut pas parler de Tebboune. Tebboune, c'est rien, c'est un pantin. On l'a ramené, on le liquide. On le ramène, c'est tous des gens qui sont là dans la servitude, la soumission et la mangeoire. Ils ne représentent rien. Ce personnel civil est fait pour la servilité. Ils sont là pour servir, lécher les godasses des généraux. Or, l'armée algérienne, je ne parle pas de l'armée du peuple, je parle de cette oligarchie de bandits. Donc, cette armée-là, sans éthique, devient une bande armée. Pour moi, c'est une bande armée qui a confisqué un territoire, qui a pris un drapeau, qui a confisqué les coffres de la banque, mais qui gère un pays sans peuple, qu'ils aillent à leurs élections, qu'ils font des interviews, qu'ils préparent le 12 juin ou je ne sais pas quoi. Ils vont le faire sans le peuple. Le peuple, là, au Fioued, dans la véritable Algérie, de la vérité et des réalités et comment dirais-je, et des grosses attentes pour sauver ce pays-là, et eux, ils sont là pour préserver leur banque. Oui. Je vous ai coupé la parole parce qu'on a beaucoup de soucis avec la connexion avec les invités en Algérie. Brahim Daraji est de retour, syndicaliste agent de la protection civile, qui a été révoqué, je précise, de son poste. Brahim Daraji, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci pour vous aussi, monsieur Nasser, et pour l'ensemble de votre équipe. Et bonsoir pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est Brahim. C'est Brahim, quand on voit aujourd'hui donc les pompiers manifester, marcher, ils voulaient se diriger vers la présidence, mais malheureusement, on les a empêchés, on les a gazés, violentés. Quel est votre sentiment? Mon sentiment, c'est le regret total.
bien sûr, et c'est pas nouveau, ce genre de protestation, et ils existent depuis X temps. Mais chez nous, on gère toujours les crises, c'est-à-dire avec des mensonges, on ment sur l'ensemble des travailleurs à chaque fois pour calmer les esprits. Après, on retourne aux caisses d'épargne. C'est toujours la même gestion. Et c'est pareil presque à tous les institutions de la République. C'est comme ça qu'on gère. C'est la fuite en avant. Pourquoi vous avez été révoqué, Brahim Daraji? علاش خرجوك من الخدمة؟ C'est un peu exceptionnel parce que j'étais dans un syndicat autonome. Ils ont essayé de me poursuivre le syndicat autonome. Comme je n'ai pas démissionné, j'avais des problèmes personnels à l'extérieur de ma fonction. Ils ont actionné, mais à tort aussi, même à tort. Dieu merci, j'ai eu des gains de cause par rapport à mes affaires personnelles à l'extérieur. Et comme ça, ils n'ont pas voulu j'intègre mon poste, mais l'affaire, elle est entre les mains de la justice. Il est au niveau du Est-ce que vous avez été révoqué parce que vous avez une activité syndicale? Non. Je ne m'excuse pas directement parce que j'étais d'une manière arbitraire. Ils savent que je suis au prison, ils m'envoient des mises en demeure, soit disant que je suis en absence régulière, en abandonnement de poste, c'est n'importe quoi. D'accord. Et quand on voit comment ils ont été traités, les pompiers aujourd'hui, comme si c'était des criminels, donc on parle ils ont été gazés, ils ont été même violentés. Est-ce que cela vous interpelle, vous inquiète aussi? Bien sûr. Toute personne consciente en Algérie. C'est ce genre de pratique. La répression n'a jamais été la solution des problèmes sociaux, politiques ou quoi que ce soit. On doit je ne sais pas quel est le mot que je vais utiliser, mais il est temps de revenir à la sagesse. Il y a pas mal de problèmes. Moi, en tant que syndical, je parle de problèmes sociaux, professionnels qu'il fallait prendre en charge aujourd'hui avant que demain. Sinon, on risque de se retrouver dans des véritables problèmes socio-professionnels. Quand vous dites on doit revenir à la sagesse, qu'est-ce que cela veut dire? Et quand on voit le Hirak déterminé donc à aller jusqu'au bout de cette révolution, est-ce que vous pensez que l'union des syndicats est très important, ou même l'engagement des syndicats dans le Hirak est plus important que ce combat pour les causes socio-professionnelles? Moi, comme les autres ne me comprennent pas mal, quand je n'appelle ça parce que les étages sont assez à attendre. Je parle d'autoroute. Quand on prend en charge les préoccupations des ouvriers à tous les niveaux. Brahim Daraji? Oui. Je pense qu'on a un petit souci avec la communication, je pense. Moi, je t'entends très bien. Très bien. Allez-y, continuez, c'est Brahim. Pardon. Je voulais finir quand j'ai la part des pas de la part de la couche ouvrière. La couche ouvrière, ils sont assez à attendre. Brahim Daraji, on va essayer de régler ça. Je pense qu'il y a un petit souci avec le réseau. On va essayer de régler ça. Restez avec nous. Mais je pense qu'on a avec nous Maître Amel Siamour Hadjal qui est de retour. Un petit souci avec la communication aussi avec Maître Amel Siamour. Maître Amel Siamour, à l'occasion donc de la fête des travailleurs, le président Abdelmajid Tebboune a envoyé bien sûr un communiqué
et il réassure les ouvriers dans une situation qui est très difficile que vit notre pays, surtout en termes économiques. Quand on voit les syndicalistes se battre pour leurs droits socio-professionnels, est-ce que vous pensez que c'est ce que le Hirak demande, c'est cette unité de toutes les franges de la société algérienne pour aller au bout de cette révolution? Est-ce que vous pensez que l'unité des syndicats avec le Hirak est très importante? Écoutez, oui, tout à fait, parce que la situation qu'on est en train de vivre actuellement, que vivent tous les Algériens, il n'y a pas seulement les syndicalistes, il n'y a pas seulement les pompiers, c'est une situation que vivent tous les Algériens, donc c'est un point commun entre tous les Algériens. Et maintenant, comme on voit aujourd'hui, les pompiers qui sont sortis, qui ont été vraiment mal menés, j'aimerais dire, justement, je profite de l'occasion de dire à ces flics qui ont mal mené ces pompiers, de leur dire, si demain quelque chose vous arrivez, la qaddarallah, ce sont ces pompiers-là que vous allez trouver à vos côtés, et c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, soyons sages et prenons vraiment une pensée ou bien une réflexion sage pour affronter ce peuple et voir justement quelles sont ses préoccupations, pourquoi sont-ils en train de sortir. Et si aujourd'hui le président Tebboune essaye de rassurer les travailleurs, je dirais, mais vous allez le rassurer en quoi? En quoi sont-ils rassurés? On voit qu'il y a quelques travailleurs, il y a beaucoup même de travailleurs qui n'ont pas encore été payés dans des mois et des mois. On voit des sociétés qui appartenaient bien sûr à l'État qui sont en train ils sont dans des situations de liquidation sans penser justement à ces travailleurs et à ces milliers de familles qui sont en train de nourrir. Donc les choses sont en train de se dégrader de plus en plus. Pourquoi? Parce que le pouvoir ne veut pas écouter la parole, ne veut pas écouter les cris du peuple, ne veut pas écouter et essayer de trouver cette solution qui existe réellement. Vraiment, il y a des solutions politiques, il y a des solutions juridiques, qui ne veut pas justement aller et tendre surtout la main pour ce peuple, essayer de trouver cette solution. Car rien ne peut durer malgré toutes les manœuvres. Quand le peuple décide, quand toute une volonté d'un peuple qui sort chaque vendredi pour vous dire il faut que vous partiez, on en a marre de vous. Donc, tôt ou tard, il parviendra à réaliser ce vœu. Il le fera. Donc, essayez de tendre cette main vers ce peuple. Essayons de trouver cette solution. Et partez, ils ne veulent plus de vous. Donc, partez. Ça ne sert à rien de rester longtemps parce que tôt ou tard, vous partirez. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Maître Amel Serboul. On va essayer juste donc d'écouter une vidéo qui démontre un peu la situation que vit la plupart des Algériens. On parle donc de la fête des travailleurs, mais il y a un vrai malaise social en Algérie. On a vu les pompiers aujourd'hui, mais ce malaise concerne aussi toutes les franges de la société, tous les secteurs aussi. On écoute cette vidéo et on va revenir à mes invités. الفقر فرخ في اللمة والناس كرهت بعضها ما بقى حد شيء. هذا هو نقولوا وقت الثورة. الناس حفاية وعراية وجياع. والله خير من ذوك. والله خير من ذوك. يعني ما جبتنا نحكي لا نبكي. يعني ما جبت لا نحكي لا نبكي. يا ربي ويلي. عوروا لي عيني المصيبة هذا. كيف نفتر واحد الله أشكر عليهم. يا عجبة يا ربي. يا عجبة يا ربي. فينا وجه عندي والله إني جيب حيشي الطريق والمنزل ما أخذ. أخرج سيلوز دابية أخرج سيلوز حتى مانيش قادر. وش هذا عيب. يخلطونا في شعبان في رمضان
لا مش كما هكا. هذا يسمى، هذه ما تسمى مش مليحة، رايحة ولت الناس الكل تكره بعضها، ولت الناس الكل تكره بعضها. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله عيب، والله عيب كي تسمع بين الدول واحنا احنا خيارهم، ولينا رحنا دورنا الفيلم خلاص يخر. يلا غالي، مرحبا برب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. Donc, rien à dire, rien à rajouter. Maître Amel Siamour Hadjal, je vais terminer cette émission. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vous donne la parole après, je vais terminer avec Adel Jabbar. Quand on entend un Algérien parler de cette façon, il dit je peux pas parler, ni je peux parler, ni je peux pleurer. Il a perdu son fils à cause d'un sachet de lait. On se demande de quelle Algérie nouvelle il nous parle, et de quelle situation ils nous disent que l'Algérie va bien. Il y a un vrai malaise en Algérie, maître, et les Algériens se posent la question. Et le titre était le régime ne mène-t-il vers l'inconnu? Qu'est-ce que vous avez à dire, maître Amel Siamour? Sincèrement, je suis émue par le témoignage de cette personne. Vous vous rendez compte, il est en train de comparer la vie actuelle sous une Algérie indépendante à la vie qu'on a menée en présence du colon français. Sincèrement, c'est lamentable. On n'a plus de mots, sincèrement, pour décrire le mal-être de cette personne, le mal-être de la majorité des Algériens. Justement, s'ils étaient bien, il vivait bien, si l'Algérien vivait bien, pourquoi serait-il sorti aujourd'hui? Pourquoi essaye-t-il justement de camoufler la situation? C'est un résultat de la corruption. C'est le résultat de la corruption qui a duré depuis 62 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, ils ne peuvent pas justement ramener une solution. Ils ne peuvent pas vraiment apaiser la douleur, la douleur de ce peuple. Donc, partez. Donc, c'est pour ça qu'on en demande de partir. Vous n'êtes pas à la hauteur de régler le problème de cette Algérie. C'est impossible que vous les régliez. Vous étiez tous, la majorité de ces personnages étaient sous le trône de Bouteflika. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui ils trouveront des solutions? Comment voulez-vous que les gens, que le peuple algérien puisse avoir confiance en ces gens-là? Donc, il n'y a pas de mal à se retirer. Retirez-vous, tout simplement, c'est tout ce qu'on vous dit. Donc, les solutions sont là. Tendez la main pour ce peuple. Ça fait vraiment mal au cœur d'entendre un homme parler comme ça, qui dit qu'il a perdu son fils à cause d'un sachet de lait. On ne sait pas comment il l'a perdu, mais c'est à cause de ça. Parce qu'il est sorti pour s'acheter un sachet de lait ou quelque chose comme ça. Mais sincèrement, c'est la corruption, elle bat son plein. La corruption, elle bat son plein. C'est des choses que l'on connaît tous, que l'on sait tous. Seulement, ils veulent cacher la réalité des choses. Il faut qu'on arrête. Il faut vraiment qu'on arrête. Il y a le ras-le-bol qui s'est éclaté maintenant. Les gens ne peuvent plus s'arrêter. Les choses sont en train de se dégrader plus. Les choses sont en train d'aller de plus en plus vers le négatif. Donc, c'est quoi la solution? Est-ce que ça va perdurer encore dans le temps, toute cette situation? Ça ne peut pas durer dans le temps. Les gens ne peuvent plus supporter encore plus que ça. Vous vous rendez compte, malgré le corona, malgré les chaleurs, malgré le ramadan et tout ça, les gens sortent encore, justement. C'est des milliers de manifestants du Chirac qui défilent contre la répression policière et judiciaire à l'encontre des manifestants du mouvement anti-régime. Tout ce qui est anti-régime ne les arrange pas. Mais non, on n'est pas sorti pour le plaisir. On est sorti pour changer cette Algérie. On n'a pas un autre pays à part ce pays qui est notre Algérie. On est resté dans ce pays parce qu'on l'aime. On l'aime plus que tout au monde. Donc, la solution est facile. C'est juste de tendre la main et de trouver cette solution. Voilà. Et je suis sûre que c'est une procédure qui va régler tous les problèmes, soit pour le peuple algérien ou pour ce régime-là. Voilà.
Merci beaucoup, Maître Amalsi Amour Hadjat. Merci à vous. À vous la parole, Adel Djebbar. Ni je peux parler, ni je peux pleurer. Donc, des mots très forts de cette personne âgée, cet Algérien, des mots très forts, bien sûr, sachant qu'il a perdu son fils, allant chercher donc pour aller chercher un sachet de lait. Il y a eu une bagarre, donc, et une situation très grave, Adel Djebbar, que vit notre pays. يعني pour commencer نقول الله يرحمه الطفل هذا ويتقبلوا احسن استقبال. Je compatis avec la douleur, l'immense chagrin de notre compatriote, mais je fais le distinguo. Je ne veux pas et je n'admets plus que les Algériens se mettent dans des positions victimaires. Aujourd'hui, ils ont le moyen de se solidariser et de sortir en masse dans la rue pour porter au plus haut et au plus fort la revendication politique qui consiste à les libérer de ce joug, de cette dictature. Je partage pleinement son analyse quand il disait que du temps de la révolution, l'ihfa ou le jour ou l'atash ou le faqr ما طيحناش معنويات كما طيحوا لنا هاد المجرمين هادو القتله هادو les colons جدد هادو. Pour revenir à ce que sur le mouvement des pompiers, je vais vous dire une chose. Moi, j'appuie toutes les revendications légitimes de tous les Algériens, quel que soit leur bord, quelles que soient leurs obédiences politiques et quelle que soit leur idéologie. Mais je peux vous assurer que les approches parcellaires, les revendications corporatistes et professionnelles ne nous mèneront nulle part. L'unique solution, c'est que tous ceux qui se plaignent, qui ont mal, rejoignent le Hirak. Vous vous rappelez, en 2011, il y a eu plus de 12 000 émeutes. Ils les ont toutes réglées parce qu'ils avaient du fric. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent. Ils ont la violence. Les pompiers, qui sont un corps parapublic, doivent juste regarder dans le rétroviseur et voir comment cette oligarchie de militaires criminels prédateurs a traité des gens qui l'ont servi, les anciens retraités à l'armée, les gens qui ont été utilisés comme GLD ou comme je ne sais plus quoi. Donc, ils ne rateront personne. Et cette police-là n'est pas la police du peuple. Ces brutes-là sont shootées au bromure et à la haine. On ne leur apprend que le bâton. Tapé, on les a sonnés à 4 heures au téléphone. L'ordre est tombé. Ils ont brandi leur gourdin et ils ont commencé à taper, à obéir comme des chiens dressés pour obéir à leur maître. Donc, ce que je dis à notre peuple, ne lâchez pas. Sortez, mobilisez-vous, soyez des millions dans la rue, comme un parce que cette oligarchie de généraux criminels est dans l'incapacité de se réinitialiser et de se mettre à l'heure de son temps. Tahia Joseph, salam alaikum, sahaftor. Sahaftor, c'est Adel, barakallahu fik. Merci à vous. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Adel Djebbar qui est avec nous, analyste politique. Merci à Maître Amalsi Amour Hadjat, avocate militant des droits de l'homme. Merci à Ihsan Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M. Et on s'excuse, on n'a pas pu avoir Salim Meshri, syndicaliste militant des droits de l'homme. Et merci à Brahim Daraji, syndicaliste agent de la protection civile, qui a été avec nous. Merci à vous. Sahaftorkum, ou bqaw ala khair.